La Janus Alcyon 250 moto centenaire. Oh, attends une seconde. Voici la moto avec laquelle j'ai eu un accident 6 mois après. Même si beaucoup d'entre vous m'ont averti de ne pas rouler avec cette moto, je viens de parcourir 2331 miles avec elle. Si vous êtes nouvelle, ceci n'est pas une Harley, c'est encore plus américain. Je sais ce que vous pensez. Cette moto a l'air d'avoir 100 ans, mais elle a en fait été construite cette année. À ce propos, la plupart des gens pensent que Harley signifie américain. Mais comme beaucoup de grands fabricants, certaines pièces et même des modèles entiers ont été fabriqués à l'étranger. Mais cette moto est construite presque entièrement dans une petite ville du Midwest, ici aux États-Unis. Plus tôt cette année, une amie m'a parlé de ces motos quand je suis devenue obsédée par l'idée de parcourir la route américaine vieille de presque 100 ans sur une moto qui rappelle cette route, la route 66. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui prêtera sa moto centenaire pour un road trip de 2500 miles. D'accord, j'aurais sans doute eu trop peur de faire autant de routes sur une moto si ancienne. Alors, une moto toute neuve qui rappelait celle d'il y a 100 ans me semblait être la meilleure alternative, c'est ce que je me suis dit. De nombreux propriétaires de Janus, dont le concepteur d'origine qui a traversé les États-Unis et fait 2 trajets de 1600 km d'affilée, parcourent de longues distances avec leur moto. Je pensais pouvoir parcourir de longues distances avec elle. Malgré l'analyse d'un expert accrédité en accidentologie, dans ma vidéo REC, de nombreux commentaires continuaient de blâmer la moto après l'accident. Quand une youtubeuse célèbre en a craché une, puis une autre youtubeuse a dit que ce n'était pas de sa faute, puis elle a dit que si, et un autre youtubeur célèbre a dit que c'était définitivement la moto. Nous avons ensuite organisé une crucifixion publique de la victime, dissimulant que la machine Pango représentait un danger sournois pour la société. Peu importe combien, j'ai répondu aux réactions et cité des articles de recherche ainsi que des analyses d'enquêteurs. Les flambeaux continuaient d'arriver, alors je me suis dit que je devais juste tenir bon, comme ça nous pourrons tous voir. Ce vélo est-il vraiment dangereux? Après l'avoir utilisé presque tous les jours, toute la journée, pendant 2 semaines, voici ce que j'ai découvert. En plus de découvrir que je ne connaissais clairement pas grand-chose au vélo ancien, au hardtail, ce que ça signifie, et comment les piloter exactement quand on roule sur un vélo comme celui-ci, aucune poignée chauffante, ABS, contrôle de traction, selle chauffante, régulateur de vitesse ni suspension arrière. On voit vraiment quel genre de pilote tu es. J'en ai marre de ce papy. Mais d'abord, puisque ces motos évoquent celles d'il y a 100 ans, pour bien comprendre ce que nous voyons, il faut revenir à ce qu'elles étaient auparavant. La première moto à essence a été construite en 1885 par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. C'était un vélo en bois motorisé. L'invention de Daimler est considérée comme la première moto à essence. Mais Sylvester Roper avait déjà construit des motos à vapeur dans les années 1860. La première moto vendue au public fut la Hildebrandt et Wolfmüller en 1894. À cette époque, presque toutes les motos étaient des hardtail, sans suspension arrière. Indian a tenté une suspension arrière en 1913, mais les problèmes rencontrés ont empêché sa popularité. Dans les années 1930, les motos de course avaient une suspension arrière qui ralentissait. Dans les années 1950, cette suspension est devenue courante. La suspension arrière stabilise la moto, pas seulement pour le confort. Sans elle, le pilote sert de suspension. On peut aussi dire que rouler sans ABS, c'est être soi-même l'ABS. Moduler soi-même les freins ou conduire une moto sans contrôle de traction, c'est à vous de gérer accélérateur et adhérence. L'ABS et le contrôle de traction sont apparus à la fin des années 80 et se sont généralisés dans les années 2000, mais ils sont encore considérés comme des équipements réservés aux modèles plus haut de gamme. Depuis 2016, l'Europe impose l'ABS sur toutes les motos. Si elles font plus de 125 cm3, les motos modernes automatisent tous ces réflexes. La Alcyon 250 vous offre le contrôle. Vous devez être une conductrice beaucoup plus avertie et active lorsque vous conduisez une moto comme celle-ci. Même avec une faible cylindrée, je ne dirais pas que c'est une moto pour débutantes. Parmi les 3 autres modèles, c'est le seul sans suspension arrière. Nous en parlerons dans un instant. Fabriquer ces motos, c'est comme voyager dans le temps, sauf pour le moteur produit en usine. Ces motos sont fabriquées à 80% à la main à Goshen, Indiana. Peinture, fabrication des garde-boue, assemblage, tout est réalisé à l'atelier. Le cuir provient des Amish. À seulement quelques pâtés de maison plus loin. Vous pouvez regarder la vidéo de la fabrication du vélo spécifique que j'ai accidenté et avec lequel j'ai traversé la route 66 il y a quelques vidéos. Janus a trouvé un site américain qui fabrique la Honda CG125 réalisée à 229 cm3 pour leurs modèles Alcyon et Griffin 250.
Chaque vélo est fabriqué sur commande. Vous choisissez couleur, rétroviseur, selle, guidon, logo, bagages, presque tout. Ceux qui réparent des Honda Vintage trouvent que les motos Janus sont aussi faciles à entretenir. Ces moteurs étant très simples, Janus encourage les gens à entretenir eux-mêmes leurs motos. Et ils ont plus de 40 vidéos d'entretien sur leur chaîne YouTube. D'accord, alors comment c'était de conduire cette moto sur de longues distances sur les autoroutes autour de la ville? Est-ce risqué ou effrayant? Voici d'abord, pour référence, comment je suis assise dessus. Je mesure 1,64, mais oui, un quart de pouce change tout. Ma couture intérieure mesure 74 cm sur mesure, 79 cm jusqu'au sol. Il y avait une confusion. Voici Neil assis dessus. Quelle est ta taille? Environ 1,80 m. Quand les gars disent d'environ 1,80 m, ça veut dire plutôt 1,78 m. Je pense aussi. Voici où mes pieds reposent, sur la Alcyon 250 et sur la Alcyon 450. Les deux sont plutôt à plat et les Griffin sont leur modèle tout-terrain, donc un peu plus haut avec des pneus à crampons. Voici où mes pieds reposent, sur la Griffin 250 puis sur la Griffin 450. Mais ces motos sont tellement légères que la technique du pied-à-terre suffit littéralement si vous êtes sur la pointe des pieds avec une moto comme celle-ci. J'ai une vidéo de conseils pour les pilotes de petite taille que je montre sur une Honda CB 650 dont je mettrai le lien ci-dessous et que vous pouvez appliquer à beaucoup de motos, y compris celle-ci maintenant. Traverser les États-Unis avec cette moto, c'était la chose la plus stupide que j'ai faite. Elle n'est pas faite pour de longs trajets. En plus, la Alcyon 250 est l'un des 4 modèles Janus sans suspension arrière. Les modèles 450 atteindraient 90 mph contre 70 pour la 250. On me dit de ne pas le faire. Je réponds, tiens montez. Regardez tout le road trip dans la dernière vidéo. Donc sans suspension arrière et avec le fait que je roulais sur la route 66, une grande partie de cette route est très accidentée, pas seulement chaoteuse par endroits, mais il y a même du gravier. J'avais très mal au dos presque tous les jours, toute la journée, pendant 2 semaines. Je me penchais aussi beaucoup en avant, c'était un conseil que m'ont donné les instructeurs, et je vais en parler un peu plus dans un instant. J'avais la selle la plus confortable du vélo, ce qui, en fait, n'était pas mal du tout. J'avais pas si mal aux fesses, mais j'ai découvert qu'un Aleve fonctionne bien mieux pour les douleurs au dos que le paracétamol ou l'Advil. Merci Jerry pour le conseil. Tim Frazier est le chef mécanicien chez Janus, un nom connu des années 90. À l'époque, il était grimpeur pro. Il m'a donné un conseil qui a tout changé. Il faut traiter la moto, surtout sur routes accidentées, comme en tout terrain. Donc, je peux soulever un peu mes fesses de la selle sur certaines bosses, serrer le réservoir avec mes jambes. L'arrière du réservoir a une sorte de bord tranchant, et je pensais vraiment qu'en le serrant longtemps, ça finirait par me faire des bleus. Mais une fois que tu roules, tu ne le remarques plus vraiment. C'est un peu la même chose pour mon genou, pour les 2 personnes qui ont demandé. 6 mois après l'accident, il reste un peu enflé et couvert de bleu. C'est plus inconfortable maintenant, alors que je vous parle dans mon bureau. Mais en roulant, j'oubliais et ne le remarquais pas. Sur la route 66, je roulais surtout lentement à moto, entre 25 et 50 km/h, et c'est là que je me suis le plus amusée. J'ai souvent roulé à plus de 50 miles à l'heure et mes mains et pieds tenaient bon. À la fin de la journée, j'ai vraiment ressenti les vibrations de cette moto monocylindre, surtout à vitesse maximale. Je ne l'ai jamais poussée qu'à 61. J'ai supposé que la route 66 était continue, avec une vitesse maximale d'environ 45 miles/h. Non, beaucoup de trajets passent par l'autoroute, même si tu choisis d'éviter les autoroutes. La seule route qui te permet de traverser le pays est à 75 miles/h. Les gens roulent à 85, donc être doublé par des poids lourds à 85 ou 90 miles, alors que je suis à 58, était terrifiant. La conceptrice d'origine et Neil ont tous 71 ans, je suis presque sûre, en position aérodynamique en descente. Leur modèle, 450 atteignent 90 mph et ont une suspension arrière, donc ils sont sans doute meilleurs sur l'autoroute. Pour moi, une journée entière sur la route 66 représentait environ 200 miles parcourus en selle, de 9 h à 18 h toute la journée, avec quelques arrêts. Donc quand on prend des bosses à grande vitesse, c'est là qu'il faut être très active et bien faire attention à ce qu'on fait. Donc, quand j'ai eu mon accident et que j'ai heurté cette surface surélevée qui menait à des rainures verticales, c'est une cause connue d'instabilité pour les motards et les cyclistes. Je n'ai pas remarqué que la route changeait avant d'être dessus. Je ne connaissais aucune de ces astuces que j'ai apprises depuis. Le premier jour du road trip, j'ai pris la moto à 55 miles à l'heure sur l'autoroute. J'ai heurté une bosse et la moto a tangué. Ça m'a fichu une peur bleue parce que c'était une situation très similaire à mon accident. Mais cette fois, j'avais les astuces. Serrer le réservoir, me pencher en avant, relâcher les gaz
Et ce balancement s'est dissipé et je me suis redressée. Alors j'ai demandé au chef mécanicien, est-ce que c'est censé arriver? Il m'a confirmé que cela arrive avec une moto sans suspension arrière. Tout balancement ne mène pas forcément à un guidonnage mortel. Et c'est juste de l'énergie qui se dissipe à travers la moto parce qu'il n'y a pas de suspension arrière, donc après ça, pour le reste du road trip. Je faisais attention à chaque bosse ou à grande vitesse au cas où je ne l'aurais pas vu. Je gardais mes genoux serrés contre le réservoir et me penchais en avant. Et je n'ai plus eu ce problème, même sur de nombreuses bosses. Concernant l'autonomie du carburant, je l'ai testé. Je voulais la vider complètement pour voir. Donc, elle peut contenir environ 2 gallons et je dois passer sur la réserve après environ 120 km. Et une fois que j'ai fait ça, la moto a continué à rouler pendant 196 km jusqu'à ce que je tombe en panne d'essence. La bouteille rouge sur le côté de la moto est incluse avec celle-ci. La quantité d'essence permet de parcourir environ 16 km. Lors de ce test de carburant, je roulais majoritairement entre 70 et 80 km/h avec un peu de conduite urbaine au début. Par prudence, je faisais le plein à chaque station-service, soit tous les 110 km en ville. J'ai le plus apprécié la moto, surtout sur route lisse. Les routes caouteuses étaient très agaçantes à cause de sa longueur. Avec ma taille, c'était un peu inconfortable de me lever comme sur une moto tout-terrain. Peut-être que si j'avais pu le faire plus souvent, au lieu d'être toujours accroupi, il y a de nombreuses bosses invisibles sur la route. On ne les découvre qu'en passant dessus. Apparemment. Je remarque maintenant que mon vélo exige plus d'activité de ma part. Quelque chose que j'ai remarqué en ville, c'est que les gens adorent ce vélo. Il est magnifique, merci. Oui, c'est vraiment chouette. J'ai essayé plus de 30 motos et c'est probablement la seule moto qui... Non seulement les moteurs adorent cette moto, mais même les non-moteurs la remarquent et en parlent parce qu'elle a vraiment un look génial. Il n'y a vraiment rien de comparable fabriqué aujourd'hui que vous puissiez simplement acheter à moins de faire du sur-mesure. D'accord, alors est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça fait peur? Je n'ai pas été complètement irresponsable. Vous voyez, j'ai consulté un enquêteur de la police pour analyser l'accident et échanger avec des instructeurs pour savoir ce que je pourrais changer. Janice, la reconstruite, a modifié certaines choses dessus pour la rendre plus adaptée au type de conduite que je ferais. Elle a changé les pneus, changé certaines pièces. Tout ce qui n'avait pas été testé ou qui aurait pu être un facteur contributif à l'accident. Puis ils ont fait tester cela par un autre enquêteur d'accident. Rouler avec le vélo en personne et confirmer qu'il n'a pas de problème de balancement inhérent. J'ai cherché comment se produisent et se préviennent les oscillations et embardées. Donc je ne pensais vraiment pas avoir peur jusqu'à ce premier jour du voyage, quand j'ai heurté cette bosse. Tu vas bien? Nous allons bien. Et à peu près tout. Ce facteur avait contribué à mon accident. Alors quand j'ai pris la première bosse et que ça a tangué, j'ai eu très peur. Mais une fois que j'ai eu les conseils, j'ai continué à les appliquer et à affronter des bosses et d'autres choses, sans aucun problème. J'ai gagné confiance en la moto et en moi. Mais les rainures verticales, qui ont contribué à mon accident, m'ont d'abord vraiment effrayée. Je me suis alors rappelé le conseil du pilote et instructeur Dylan Coates, ne pas rouler parallèlement à ces choses-là. Chaque fois que je m'en souvenais et le remarquais, je les traversais en zigzag. Mais il y a eu quelques fois où je ne l'ai pas remarqué, où je n'y pensais tout simplement pas, je suppose, et je roulais droit sur ces rainures verticales sans aucun problème. Ce vélo n'a peut-être ni suspension arrière, ni ABS, ni contrôle de traction. Mais il n'apprendrait jamais à devenir ces choses-là de toute façon. Alors que je continuais à rouler sur des routes accidentées, à être secoué par les rafales de vent latérales et les poids lourds qui me dépassaient à toute vitesse, il ne se passait rien. Quelque part, entre le premier et le 2000e kilomètre, je n'avais plus peur. J'ai appris à maîtriser un simple vélo. Les générations plus âgées regardent souvent les nouvelles générations avec leurs nouvelles technologies et disent qu'elles deviennent plus fragiles, plus plaintives, plus faibles. Alors que la nouvelle génération appelle cette nouvelle technologie innovation, commodité, sécurité. Nous jugeons les vélos sans suspension dangereux. Considérera-t-on un jour les vélos sans ABS ou contrôle de traction comme tel? Mais peut-être que ce qui est vraiment dangereux, c'est d'oublier d'apprendre à conduire ces vélos sans qu'ils fassent toutes ces choses à notre place. Pour nous, ce vélo n'a jamais été conçu pour faciliter la conduite. Il a été conçu pour la rendre brute. En chemin, nous avons troqué la connexion pour la commodité et c'est peut-être ce que nous avons perdu.